Voilà, donc nous sommes en direct sur Facebook, donc je vérifie juste que c'est bien le cas, bien que la technologie ne mente pas. Alors, enfin, puis bon, donc même si on temporise un peu, c'est juste pour permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a un direct donc sur Facebook. Voilà, donc nous sommes effectivement sur Facebook. Est-ce que c'est bien le cas? Voilà. Alors, bonsoir à nos invités, bonsoir à ceux qui nous suivent également sur la page Khaled Darani. Donc, bienvenue à ce 16e rendez-vous, ce 16e sit-in virtuel. Enfin, c'est le quatrième virtuel, en fait, depuis que nous sommes interdits donc, de rassemblement en présentiel. Sous prétexte, enfin pas sous prétexte, mais aussi il y a quand même une contrainte de taille qui est celle de la pandémie Covid, qui nous a empêchés, donc, enfin, et l'occasion était toute prête donc, pour interdire pratiquement, alors, pour interdire pratiquement ce, ce rassemblement au niveau de la Maison de la Presse, qui, faut-il le rappeler, euh, a été quand même une bouffe pendant près de 12 semaines. Donc, ça a été une bouffée d'oxygène dans cette ambiance cadenassée, dans cette ambiance euh, de prison à ciel ouvert. Et ça a déplu parce qu'il a fallu, donc, dans un premier temps, qu'on nous interdise toute présence autre que journaliste. Donc, on a vu qu'on a interdit aux citoyens, on a interdit aux étudiants de venir se rassembler. Et puis, petit à petit, donc, on nous a sorti cette histoire donc, avec la remontée de la pandémie. Donc, nous avons été interdits carrément de sitting. Aujourd'hui, donc depuis 4 semaines pratiquement, donc on essaye de trouver une alternative. On a fait des directs Facebook. Et là, c'est la deuxième expérience donc via une rencontre donc sur Zoom. Première expérience, c'était un peu le cafouillage puisqu'on avait repris l'idée de faire ça à 11 heures du matin, mais à 11 heures du matin, ce n'était pas possible. Donc, c'est possible en présentiel que les gens viennent à 11 heures du matin, mais pas en virtuel. Et donc, on a opté pour 21 heures. Il semble que ça puisse intéresser donc beaucoup de gens. Et je pense que ça, en attendant donc de revenir en présentiel, de creuser cette piste, d'aller enfin, dans d'autres formes, dans de nouvelles formes de protestation, de contestation, et d'échange surtout, parce que ce qui est important dans ces rencontres, c'est l'échange d'informations, c'est l'échange et c'est de maintenir cette mobilisation quand même à un niveau appréciable. Bon, sans trop tarder, nous avons quand même, donc nous avons des invités avec nous aujourd'hui. Notre invité d'honneur est Monsieur Pierre Audin, notre ami, Pierre Audin, l'Algérien. Nous avons aussi nos amis de RSF. Nous avons un ami, donc Raphaël d'Italie. Nous avons Madame Kassina Ousdir qui est d'Amnesty International. Nous avons Ihsan El-Qadi qui est avec nous en qualité d'éditeur, de journaliste et d'animateur aussi donc, du comité de soutien à Khaled Darani. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on se jette à l'eau. Donc je donnerai la parole donc, à notre ami Pierre donc, pour une petite allocution, donc à sa convenance. Il n'y a pas d'a priori. Je dirais simplement que juste qu'en termes de thèmes, donc on va aborder peut-être plusieurs thèmes, dont celui de la solidarité avec Khaled, mais également la solidarité avec les autres détenus. L'état des lieux, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des atteintes graves aux libertés, des atteintes donc, dans un contexte un peu particulier, Covid, instabilité et vide présidentiel, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a l'histoire aussi donc de la suspension, enfin, du blocage du site, des sites
de la presse électronique, leur déblocage et le maintien, comme par hasard, du site de Khaled Rami en blocage en Algérie. Donc, voilà un peu. Bon, on peut peut-être y rajouter d'autres éléments, d'autres thèmes, s'il y a des propositions. Voilà, je laisse la parole à notre ami Pierre. Bon. Merci. Bonjour à tous. Salam alaikum. Je dois dire, pour commencer, je n'ai pas trop l'habitude de vraiment parler en public, tout ça, donc j'ai préparé un petit texte. Mais je suis quand même assez ému d'être présent ici avec Hakim Haddad. Il y a un peu plus d'un an, j'étais à la Bourse à Paris parce que lui, il était en prison. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille en réel. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer lui en réel, mais je suis assez ému de le voir, en tout cas, libre maintenant et toujours mobilisé. Ça me fait bien plaisir. J'ai préparé un petit texte, je vais lire vite fait un petit texte. Je pense que Khaled Darani, pour moi, c'est un symbole, comme le fut mon père, Maurice Audin, à une autre époque de la répression. Actuellement, il se trouve qu'en France, ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Il y a la pandémie, comme en Algérie. Il y a la météo qui n'incite pas vraiment les gens à sortir. Mais il y a beaucoup de raisons qui devraient les inciter à sortir. Les violences policières, les difficultés économiques, toutes les lois liberticides qui sont en train d'être prises au niveau du pouvoir français. Il est clair que Khaled Drahani, ce n'est pas forcément la préoccupation principale des Français à l'heure actuelle. Ceci étant, il faut, à mon avis, inventer une nouvelle forme d'action dans cette nouvelle période et dans cette nouvelle façon de faire. En particulier, je pense que pour Khaled Drahani, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui puissent booster la mobilisation à l'heure actuelle. Quand il était question de faire les actions, enfin le passage en justice avec la procédure d'appel, des choses comme ça, ça pouvait mobiliser les gens. Là, pour le moment, c'est un peu le statu quo, quoi, il ne se passe rien. Donc, c'est un peu difficile de booster la mobilisation à l'heure actuelle. On va dire que heureusement, il y a RSF qui est une organisation assez puissante pour pouvoir déployer des banderoles. En particulier, ils en ont fait 2 gigantesques avec le portrait de Khaled par C215. Une qui a été déployée à Paris le 15 octobre, une à Berlin le 29 novembre. Amnesty International est aussi rodé à l'habitude et a lancé une campagne de courrier pour soutenir Khaled Drahani. Mais finalement, pour le Pékin moyen, pour l'individu, c'est un peu compliqué. Donc, il nous reste le virtuel. D'une certaine façon, c'est un peu ce que fait TV5 Monde en publiant chaque mardi un nouveau reportage, enfin, une nouvelle publication d'un reportage que Khaled a effectué pour elle. Mais globalement, on peut dire qu'il arrive qu'un journaliste rappelle le sort de Khaled Drahani au détour d'un propos, mais c'est vraiment pas grand-chose pour le moment. Donc je pense qu'il nous reste à mettre nos forces en commun. Il y a le comité de soutien à Khaled Drahani, il y a le comité international de soutien à Khaled Drahani. Je pense qu'il faut faire comme on est en train de le faire en ce moment, mettre nos forces en commun et essayer de faire les choses en même temps avec ce sit-in virtuel, mais éventuellement avec d'autres occasions où on puisse faire les choses de façon virtuelle. En particulier, si on peut, à la fin de cette séance, par exemple, prendre un cliché avec un certain nombre de participants simultanément, ce serait peut-être pas mal de faire circuler ça au niveau des réseaux sociaux, etc., quoi. Je crois à mon avis, il est important de continuer à afficher le fait que Khaled Drahani est le symbole de la liberté de la presse, le symbole des détenus d'opinion en Algérie. Pour le pouvoir répressif aussi, c'est un symbole. C'est pour ça qu'il s'agissait pour eux de faire un exemple, pour essayer d'intimider les autres journalistes, pour essayer de les empêcher de suivre le Irak, pour essayer finalement d'empêcher toute contestation. Je pense que globalement, et je vais m'en arrêter là parce que j'ai dépassé les 2 minutes, je pense. Je pense que globalement, il faut qu'on poursuive sur les réseaux sociaux les actions pour Khaled Drahani ensemble et essayer de diffuser. Parce que
si on focalise sur lui, quand on gagnera pour lui, ben on gagnera pour tous, à mon avis. Merci. Merci Pierre. Donc, moi j'étais d'accord pour qu'on vous accorde 5 bonnes minutes, hein. Donc, voilà. Non, non, faut que tout le monde parle. Voilà. Tout le monde parle. Donc, je ne sais pas qui aimerait. Là, on va peut-être solliciter notre ami Ihsan pour essayer un peu de... Ihsan, est-ce que tu nous entends? Il n'a pas mis son micro. Ihsan, Oui, 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 oui. Bonsoir. bonsoir Ihsan. Je vais essayer de mettre la caméra quand même. Alors, oui. Bonsoir tout le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que j'étais ce matin au tribunal de Tipaza pour le verdict de Karim Tabou. Et donc, je suis passé pas loin de Khléa, où se trouve notre ami Khaled Rani. Et en redéroulant un petit peu le film de tous ces mois, depuis le mois de mars, depuis l'interpellation de Khaled, depuis le charivari, mise sous contrôle judiciaire, puis mandat de dépôt, etc. Et on réfléchit un petit peu à son sort. Et il s'avère clairement que Khaled Rani est un des rares noms sur lesquels il y a eu, si on part de l'idée qu'à certains moments il y avait des visions, des clans dans le pouvoir, la présidence, l'armée, dans l'armée, peut-être pas tout le monde sur le même longueur d'onde, etc. Pour avoir été moi-même interpellé donc, par la DSI et avoir passé 6 heures à la caserne de Antar le 18 juin dernier et avoir longuement parlé du cas de Khaled, et puis pour avoir ensuite, auparavant, pu constater combien le président de la République était engagé sur cette question-là, puisqu'il a endossé des accusations à titre strictement personnel, j'en arrive à la conclusion que l'État profond s'est ligué contre Khaled Rani. C'est-à-dire que du côté de l'armée, du côté de différentes factions de l'armée, du côté de la présidence, de manière plus ou moins intuitive, on s'est ligué pour vraiment faire de Khaled Rani, en tous les cas pour la partie presse, celui qu'il fallait absolument embastiller, avec lequel il fallait faire un exemple. Je ne peux même pas dire qu'il y a un équivalent dans le reste du Hirak. Justement, cette réflexion m'est venue parce que la sentence de Karim Tabou, et on s'en félicite beaucoup, lui permet de reprendre l'initiative politique. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et je ne trouve pas d'équivalent. Peut-être qu'il y a Boualem Lalami à Al-Bodj, qui était l'un des premiers à avoir lancé le Hirak. Mais sinon, je ne trouve pas d'équivalent dans l'acharnement du système. Et c'est un peu pénible d'en arriver à cette conclusion parce que aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que même avec l'affaiblissement du clan présidentiel, enfin, le clan présidentiel n'a pas eu le temps de se consolider, il était encore fragile, même au moment où Abdelmadjid Tebboune était en bonne santé. Aujourd'hui qu'il est convalescent et qu'il n'est pas du tout certain qu'il reprenne ses fonctions, que son ministre délégué en charge de la communication donc est également frappé d'un AVC, qu'il est à Paris, qu'il y a un éparpillement des ressources humaines à la présidence qui fait que ça sonne maintenant comme un lieu vide. On pourrait se dire que peut-être que bon, l'acharnement va retomber puisque une des parties qui s'est acharnée sur Khaled Rani n'étant plus là. Moi-même, j'avais, lors des rassemblements à la Maison de la Presse, lancé, je crois, à 2 reprises, un appel direct au président, enfin au chef de l'État, pour qu'il révise son point de vue, parce que je considérais que ça aurait été de la sagesse que de considérer qu'il a été mal informé et induit en erreur dans le cas de Khaled Al-Ni en l'accusant de Khbarji, ce qui évidemment il n'est pas du tout, et ce qui n'a pas été mis, en tous les cas comme accusation, par la DSI, qui en fait est la partie qui a construit son dossier. Ils n'ont pas ajouté cette accusation parce qu'il n'y avait rien pour l'étayer et évidemment, ils y ont renoncé. Et donc voilà, la présidence de la République est en train
partir en vrille et l'accusation reste là. Les services, parce qu'on s'était toujours dit dans cette affaire-là avec les avocats, tant que la source de la présidence de la République n'avait pas donné de contre-indication à partir de mai dernier, on ne voyait pas un juge suffisamment audacieux, suffisamment indépendant pour relaxer ou au moins remettre en liberté Khaled Rani. Et donc, il fallait que la main levée vienne de là où elle s'est posée, c'est-à-dire de la présidence de la République. Voilà, donc on est dans une situation qui paradoxalement devient encore plus compliquée. J'ajoute, et je finis sur ça, je vois que Zoher regarde sa montre, j'ajoute que, en fait, quand on regarde tous les dégâts qu'a provoqué l'arrestation de Khaled Rani et son embastiment et l'implication du régime dans la volonté de l'enfoncer, on se rend compte que les dégâts sont colossaux. Il y a une interpellation des Nations Unies, il y a eu deux autres interpellations. Enfin, les ONG humanitaires à l'international sont tout le temps sur ce dossier. Il y a le Parlement européen qui a intégré le nom de Khaled Rani dans l'intitulé de sa résolution, ce qui est énorme. Et on se rend compte que, voilà, vouloir donner un exemple à la presse, lui faire peur, la faire, voilà, c'est relativement réussi parce qu'on a quelques-uns de nos collègues qui ont accusé le coup, mais le prix à payer est phénoménal, c'est-à-dire par rapport à l'image, à l'isolement l'image du pays et l'isolement du régime Tebboune, le prix est phénoménal. Et là aussi, on a interpellé plusieurs fois pour dire qu'il fallait avoir raison gardée et revoir cette dynamique, parce que de toute façon, il y restera des journalistes indépendants et des médias indépendants qui vont continuer à informer l'opinion algérienne, qui vont continuer à couvrir le Hirak, qui vont continuer à faire des analyses, notamment en ce moment sur la vacance du pouvoir et sur la crise institutionnelle affreuse dans laquelle il replonge exactement une année après avoir amené Abdelmadjid Tebboune à la présidence. Et donc, ce noyau dur qui porte l'honneur de la presse algérienne va rester, c'est-à-dire que bon, il va continuer. Donc le prix, au bout d'un moment, il faut se reposer la question, sauf à nous embastiller tous, sauf à couper nos sites tous, ce qui est une tentation forte puisqu'on a constaté que ça s'est fait la semaine dernière et qu'il y a toujours Casbah Tribune qui est suspendu aujourd'hui, sauf à aller dans des travers complètement inimaginable pour un État qui veut fréquenter la communauté internationale, pour un État qui a signé un accord d'association avec l'Union européenne, dont l'article 2 est supposé protéger les droits de l'homme et les libertés. C'est un coût exorbitant. Donc, encore une fois, moi je lance un appel pour dire qu'il faut revenir à la raison. Il faut arrêter avec cette histoire. Il faut libérer rapidement Khaled Rani et il faut le réhabiliter parce que son honneur de journaliste a été atteint. Il faut le faire rapidement parce que les défis qui attendent le pays, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, c'est infiniment plus grand. Et c'est la seule démarche qu'il faut avoir pour l'intégrer dans une démarche de révision de toute la feuille de route de la répression qui a tué tout l'espoir du peuple algérien soulevé par le Hirak depuis 2019. Merci. Et merci beaucoup, Ihsan. Je pense que nous allons passer la parole à notre ami Bouaziz, nos invités d'abord. Je pense que Hakim veut prendre la parole, s'il le veut. Non. Non, Hakim, on le garde. Tu insistes. Merci. Allez, vas-y, Hakim. Hakim, tu veux parler? Merci, merci à Tekni Saha. S'il te plaît, veille au timing. C'est tout. Tu vois, Pierre, hein, heureusement que tu es là pour… oui, je vais essayer rapidement, Zoher, mais c'est un sujet trop important, mais je vais essayer. Non, en fait, écoute. D'abord… Attends, Hakim, je t'explique. C'est-à-dire qu'on peut intervenir plusieurs fois. Oui. C'est juste écouter les interventions. Donc, tu pars à mon premier Zoom. Merci, Zoher. Juste l'émotion, puisque tu l'as dit, Pierre, enfin, je me permets de te tutoyer. L'émotion qui est la mienne également je n'ai pas voulu l'exprimer tout à l'heure, mais je le fais maintenant, de te voir présent dans le même Zoom où je suis présent, toi qui as effectivement participé à des initiatives l'année dernière, comme moi-même et d'autres amis et d'autres camarades, que ce soit du Raj ou d'autres, étaient en prison. Et effectivement, avoir eu le plaisir de lire et de savoir que vous aviez fait connaissance, ma fille Dounia et toi, et que vous vous étiez battu pour la libération d'autres détenus à l'époque. Donc, vraiment très ému.
et par rapport également, bien évidemment, à l'histoire de la famille Audin tout entière pour l'Algérie et pour la dignité humaine. Moi, très rapidement, je vais essayer, pas essayer, mais je profite de la question posée par Raphaël Lenné en Italie, qui a posé la question au début, que pouvons-nous faire, même si Pierre Audin a répondu à la question, mais je crois que c'est surtout ça, au-delà des suppositions, au-delà des espérances que nous pouvons avoir les uns et les autres, que tel et tel parti IES reprenne raison et relâche Khaled Drarni et tous les autres détenus du Hirak qui sont emprisonnés, parce que c'est tous qui sont dans la même situation, même si notre ami Khaled, journaliste de son État, est un symbole pour nous tous, pas seulement pour les journalistes, pour la liberté d'expression de manière générale. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir que les journalistes qui se mobilisent pour Khaled Drarni, mais les citoyens, les militants, les citoyens, quelle que soit leur fonction dans la société. Khaled Drarni, entre autres. Donc, mais pour ce qu'il y a à faire, il y a à continuer avec avec les moyens du bord, comme le disait Pierre Audin tout à l'heure, avec les moyens du bord, mais tout simplement, moi, je ne connais pas d'autres moyens, en tout cas, à part l'espoir, que de créer la mobilisation, d'expliquer le cas de Khaled Drarni et de passer son temps à le faire, et particulièrement à l'étranger, j'y arriverai très rapidement, pour informer et mobiliser. C'est les deux seules choses, à mon avis, à faire, et agrandir le cercle. Depuis le début, effectivement, à travers le comité Khaled Drarni et les autres détenus en Algérie, la mobilisation a été entamée. Très rapidement, en France, je crois, également Pierre Audin et d'autres Reporters sans frontières, je crois Dominique Sopo et d'autres se sont joints à la mobilisation et au comité, donc des actions ont été faites. Et il faut multiplier ce genre d'initiatives, et que ce soit par les réseaux sociaux, dans la mesure du possible, dans la rue et avec des choses symboliques, comme ce qui a été fait à Berlin dernièrement. Ils ont étendu, comme à Paris, dans le 13e arrondissement, un grand étendard avec l'effigie de Khaled Drarni. Il faut continuer la mobilisation. Je crois que cela finira par payer, parce que c'est la seule chose qui pourra faire réagir, à mon avis, les autorités, le pouvoir algérien, toutes parties IES confondues. Je rajouterai juste que la question de la mobilisation à l'étranger a aussi concerné des avocats, puisque notre ami Essam Qadi vient de le dire, l'ONU, le cas de Khaled Drarni et de certains autres détenus, trop rares à mon avis, mais est arrivé jusqu'à l'ONU. Donc il faut aussi, et ce n'est pas tomber dans le coup, dans le danger représenté, surtout avec lequel joue le pouvoir en parlant d'ingérence. Il faut aussi faire appel aux institutions internationales qui s'occupent ou qui disent s'occuper des questions sensibles des droits humains, et où en tout cas l'Algérie est signataire dans certaines conventions, à travers cette convention. En l'occurrence, je parle de l'ONU et de la question des droits de l'homme, en particulier à l'ONU. Donc, il ne faut pas, à mon avis, baisser les bras, et il faut multiplier, faire connaître et créer de la mobilisation. Nous, ici, autant que faire se peut, en Algérie, avec tous les risques que cela comporte, et à ceux qui sont à l'extérieur, d'interpeller leurs autorités qui parlent au nom des droits de l'homme. Aujourd'hui, excusez-moi de dévier, mais aujourd'hui à Paris, M. Macron parle et donne des leçons de droits humains à la Biélorussie, et il va recevoir, et il reçoit à l'Élysée, Sisi, le sympathique président, paraît-il, égyptien, donc très connu pour les droits de l'homme. Et donc, c'est multiplier ce genre d'initiative, faire comprendre le cas des différents détenus, dont Khaled Drarni, entre autres, bien évidemment, en tout cas pour ce comité en premier chef, et créer la mobilisation. Et vous avez des moyens, et je m'adresse à ceux qui sont au-delà de la mer, vous avez des moyens, et je m'en arrête, Zohair, vous avez les moyens parce que vous vivez dans des pays et des États plus démocratiques, tout du moins que le nôtre, vous avez plus de prise d'interpeller vos gouvernements et les institutions, et ce ne sera que de la solidarité avec la lutte du peuple algérien. Bien sûr, je n'omets pas le travail fait par les ONG, entre autres Amnesty International, à travers l'initiative
d'écriture aux détenus et d'écriture à Khaled Drani, entre autres, qu'ils ont lancé ces derniers temps. Donc, ce n'est que la mobilisation, ce n'est que par l'information que nous arriverons à faire infléchir ceux qui peuvent prendre la décision, effectivement, et d'avoir raison, de reprendre raison pour relâcher Khaled Drani et tous les autres détenus. Merci Hakim, c'est très clair. Merci Hakim. Alors, entre notre ami Raphaël, nos invités, donc Raphaël et Bouaziz, lequel prendrait la parole Comme il veut. avant de passer aux nationaux et aux locaux? Je préfère encore un peu écouter parce que c'est très intéressant et Hakim m'a ouvert les yeux et il m'a donné des réponses très importantes. Je pense que je sais à partir de demain matin ce que je vais faire. Je vous laisserai savoir. Et c'est très important et qu'on agisse même ici. Absolument, absolument. Il faut continuer à se battre avec des moyens pacifiques et se renseigner, mais aussi renseigner d'autres gens et chercher de les mobiliser. Il faut se mobiliser tous, mais vraiment tous, même ici. Et je connais les gens qui travaillent dans Reporters sans frontières ici à Rome. Et ils sont des journalistes très connus qui se battent toujours. Et ils sont un peu plus clairs que les politiciens européens qui parfois sont un peu contradictoires, comme Hakim a justement noté. Et même les Italiens ne sont pas trop différents de Macron, mais les journalistes, c'est une autre chose. Ça, c'est vraiment, même ici, ce sont des gens qui se battent pour la liberté et la démocratie, plus que nos politiciens. Et donc, à mon avis, ce sont des gens sacrés, et juste à respecter et à écouter et à lire. Donc, merci beaucoup pour votre accueil et votre avis. Et maintenant, j'aimerais continuer à vous écouter parce que c'est très intéressant de comprendre ce qui passe en Algérie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'être parmi nous ce soir. C'est très important d'avoir donc un soutien qui vient d'Italie. Ah, et ça nous touche aussi. Donc, je cède la parole à notre ami Bouaziz. Donc, bonsoir, merci pour vous pour l'invitation. Pour nous, c'est important de participer à ces actions. Nous trouvons même que c'est virtuel, c'est important. Si je reviens sur l'intervention de Hassan Qadi, par exemple, sur la situation actuelle politique et sociale, c'est important. C'est ce que nous faisons toujours. On a travaillé dans un comité international où Peruda était un membre très actif, mais aussi il y a beaucoup des militants et militantes qui ont participé à ce travail, mais aussi on a coordonné tout le jour avec le comité national. Nous pensons que les militantes et militants algériens ont beaucoup à faire. L'exercice de Hirak depuis le 22 février 2019, c'est un exercice démocratique, civique, très important pour l'histoire actuelle. C'est difficile de trouver un exemple pareil dans l'organisation, les idées et la volonté du changement. Il n'a pas abouti à des résultats jusqu'à maintenant, mais nous pensons que c'est un exercice très important. Nous travaillons sur la liberté de la presse, mais nous pensons toujours que la question démocratique est principale. C'est pour ça que RSF, depuis septembre 2019, a lancé une initiative pour l'information et la démocratie. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de liberté d'information ou de presse sans un État où il y a la démocratie pour le peuple et pour tous les partis politiques, pour toutes les idées qui peuvent être présentes. En Algérie, juste en 90, qu'on a pu avoir une presse libre, entre guillemets, pour une certaine période, mais ça, c'était vraiment un exercice très important pour les Algériens et les Algériennes. Quand il y a la liberté, on a pu avoir plus que 134
journal en Algérie, on a pu avoir des magazines dans les régions, on a pu avoir des télévisions, mais ça n'a pas continué parce qu'il n'y a pas un système démocratique dans le pays. Donc, il faut toujours penser à ça. Maintenant, le travail pour la liberté de la presse, le travail des avocats, des militants et des journalistes pour la libération de Khaled Drami, c'est une première pour nous. On n'a jamais vu un soutien pour un journaliste comme c'était passé avec Khaled Drami ces derniers mois. Il y a d'autres journalistes qui ont eu le soutien, mais ça, c'était un contexte différent, un contexte où des Algériennes libres et des Algériens libres qui ont voulu un changement pour la liberté, les libertés, mais aussi pour les droits. Donc, pour nous, on soutient, c'est le rôle d'ailleurs des organisations internationales, le devoir et le militantisme principal, c'est pour les Algériens et les Algériennes. C'est pour cela il n'y a pas d'ingérence. Nous travaillons en Chine, nous travaillons en Russie, nous travaillons au Mexique où il y a beaucoup d'exactions contre les journalistes. Quand on travaille sur la liberté de la presse en Algérie et pour la liberté des journalistes et militants algériens, il n'y a pas d'intervention extérieure. Ça, c'est faux. Il faut le souligner, s'il vous plaît, toujours avec les autorités. On a essayé de les contacter, on a essayé d'avoir un dialogue avec eux et c'est un principe pour nous. L'État en exercice, le gouvernement en exercice, c'est un vis-à-vis pour nous. Donc, c'est aux Algériens, eux seuls, de choisir qui gouverne, mais nous, notre devoir, c'est d'ouvrir les canaux de dialogue avec tout le monde. Nous travaillons et nous soutenons les militants et militantes, mais nous travaillons, nous essayons aussi de trouver des possibilités de faire un dialogue, de chercher un changement. Et maintenant, même pour la question législative, vous voyez, après le 1er novembre, rien n'est changé. En 2016, ils ont ajouté l'article 50. Maintenant, on a le 54 qui l'a remplacé. On a le 51 pour le droit à l'expression, la liberté d'expression. On a le 55 pour l'accès à l'information. Mais aussi, on a le 34 et le 81 qui vraiment contredit ce qui était dans les autres articles de la nouvelle Constitution. Donc, il n'y a pas un changement réel maintenant en Algérie. On a des craintes par rapport à la liberté en général, parce que les droits de l'homme sont, on ne peut pas parler d'un droit, voilà, donc c'est aussi le droit au rassemblement qui est interdit maintenant, mais pour défendre en fait un droit pour la liberté de l'information et la liberté de la presse. Donc pour nous, Khaled Drami et Assel Qadi a dit qu'ils ont voulu le faire un exemple, mais maintenant il est un symbole pour la liberté de la presse. Ce n'est pas en Algérie seulement, et non pas dans la région seulement, mais dans le monde entier. Perraudin a cité les actions d'Aracef en Europe, mais dans tout le monde, on va continuer de pousser vers la liberté de Khaled pour militer pour cet objectif. Et nous pensons qu'on aura toujours d'autres militantes et militants qui vont nous rejoindre, mais essentiellement, nous savons maintenant que l'Algérie change et que le paysage médiatique va changer aussi grâce seulement à vos efforts et votre combat, les combats des Algériennes et des Algériens pour leur liberté. Nous sommes toujours solidaires avec vous et nous essayons toujours de faire tout ce qu'on peut pour vous soutenir. Tenez bon, l'Algérie de demain, ça sera meilleur. Et merci. Merci à toi. Merci à toi, M. Bouzis. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que Mme Hassina Oussedir voudrait intervenir. Donc là, je rappelle c'est un premier tour de table, donc on laisse libre parole donc à chacun d'aborder la question sous l'angle qui lui convient le mieux. Ensuite, on pourra, je pense, parce que le plus important, c'est de pouvoir aussi, à l'issue de ce sit-in, donc de ce meeting Zoom, de pouvoir au moins
pouvoir donc sortir avec des propositions ou des idées qu'on devrait peut-être piocher, enfin travailler un peu plus tard, mais au moins l'essentiel qu'on puisse sortir avec un résultat palpable. Oui, bonsoir à vous tous et merci de vos interventions et de ces différents angles. Donc moi, je voudrais un peu parler de ce que fait Amnesty International et notamment Amnesty International Algérie. Donc pour la section algérienne, depuis de longues années, les libertés fondamentales, c'est-à-dire liberté d'expression, de réunion et de manifestation, sont réellement notre première priorité. Parce que c'est à la base de tous les combats qu'on peut mener dans les différents droits, que ce soit des droits civils, politiques, culturels, économiques. On a besoin d'avoir des associations qui peuvent travailler en toute sérénité, le droit à ce que les citoyennes et les citoyens puissent s'exprimer, que les artistes puissent s'exprimer, et notamment aussi du rôle central des journalistes. Khaled, comme d'autres journalistes, ont été harcelés et arrêtés parce qu'ils n'ont fait que leur travail de nous informer. Et pour tous citoyennes et citoyens, c'est un droit de savoir, de recevoir des informations, de faire circuler des idées, de débattre, d'émettre des opinions critiques vis-à-vis des politiques publiques. Et c'est ainsi qu'on voit la vitalité d'une société et un état de droit. Donc c'est un combat fondamental pour l'Algérie parce qu'en plus, on a une société civile qui est extrêmement riche, diversifiée et qui est au niveau national. Donc, c'est fondamental pour pouvoir construire une Algérie où les droits de chacun seront respectés. Donc ça, c'est pour vous dire comme quoi cette question des libertés fondamentales et la liberté des médias est très importante. Concernant les détenus d'opinion, comme vous savez, Amnesty International, depuis très longtemps, travaille sur ces questions, prisonniers d'opinion, les détenus d'opinion, pour lesquels on demande la libération immédiate et inconditionnelle, parce qu'on estime que toute personne qui émet de façon pacifique une opinion n'a pas à passer une nuit ou un jour en prison, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on demande vraiment la libération immédiate et sans condition. On demande l'abrogation de toutes les lois qui sont liberticides, qui permettent justement de harceler et d'emprisonner. Et ce d'autant plus qu'une des contradictions, c'est qu'au niveau de la Constitution, on a ces droits qui sont garantis, mais c'est bien la législation nationale, par certaines formules ambiguës très larges, qui permet vraiment de restreindre les libertés et les droits fondamentaux. Donc, depuis quelques années, on a toujours dénoncé le fait que des citoyens puissent être arrêtés, des journalistes ou des militants. Aujourd'hui, j'aimerais revenir à cette action principale en ce moment que nous menons depuis quelque temps. C'est justement à chaque fois que quelqu'un est arrêté, de demander sa libération, d'avoir une action urgente, si possible, ou des communiqués de presse. Et nous avons une pétition sur les détenus d'opinion, où nous demandons justement, comme je vous disais, nous rappelons les recommandations d'Amnesty International. Et actuellement, comme chaque année et depuis pratiquement 2 décennies, Amnesty International mène cette grande campagne internationale qui est le marathon des lettres, écrire pour des droits, où un certain nombre de personnes de par le monde qui ont été identifiées sont mis en avant, et on demande à l'opinion internationale d'écrire des lettres de soutien
aux détenus. Et j'aimerais après revenir sur cette forme de mobilisation qui me semble très importante, mais où on demande donc aux personnes d'écrire des lettres de solidarité, de soutien aux détenus, et également de signer des pétitions à l'encontre des responsables de violation des droits humains. Et je crois qu'on a, dans vos différentes interventions, on a parlé de mobilisation, comment continuer cette mobilisation de façon virtuelle, informer, mobiliser. Et Amnesty a pour habitude de faire ce travail d'écriture et qui peut sembler peut-être inutile, impuissant, mais je crois qu'il faut bien qu'on puisse faire comprendre à tout le monde que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui est vraiment notre force. Donc, je crois très fortement au fait que tous ensemble, on peut vraiment changer les choses. Et il faut peut-être de la patience, hein, mais il faut surtout de la ténacité. Donc, il faut que ça soit régulier, constant, et pour qu'on puisse réellement aboutir à des résultats. Concernant donc les méthodes d'action d'Amnesty, comme je vous disais, il y a cette grande campagne internationale, et j'aimerais dire quand même que l'année dernière, il y a eu 6,5 millions d'actions pour les personnes du marathon des lettres de 2019. Hein. Et il faut bien voir que par cette action massive, où toutes les personnes peuvent y contribuer parce que c'est très facile par email ou des écritures. On peut envoyer sa signature pour avoir un chiffre global pour faire pression sur les autorités étatiques et en même temps écrire des lettres de solidarité aux détenus. Je crois que aussi, et peut-être Hakim pourra en parler, quand Hakim était détenu, on pouvait sortir les vendredis et il y avait à chaque fois ces messages de solidarité et qui ont été, de tout ce que j'ai entendu de témoignages quand les personnes sortaient de prison, comme quoi ces vendredis étaient une source de force, de solidarité. Hein. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a Khaled qui est en détention, il y a d'autres détenus de tout âge au niveau du pays, et il y a plus ces manifestations du vendredi. Et je crois aussi que c'est très important si on peut aussi lancer ces campagnes d'écriture, écrire à tous, à Khaled en prison, écrire à tous les détenus. On a leur nom, on a les numéros d'écrou, et on sait dans quelle prison ils sont. Ces lettres sont importantes à double titre. Comme je vous disais, pour leur morale, et ça c'est très important, étant à Amnesty depuis quelques années, à chaque fois qu'on a pu faire libérer des personnes, les personnes nous ont dit combien ces lettres leur ont donné un courage et un espoir absolument fantastique. Donc c'est très important pour les détenus, c'est très important pour les familles des détenus qui aussi auront le sentiment d'être soutenus, d'être pas être seuls et de pas désespérer. Mais aussi c'est un moyen de pression aussi vis-à-vis des autorités très important parce que imaginez-vous que dans chaque prison il y a des dizaines, des centaines, il nous est arrivé d'avoir des milliers de lettres qui arrivent dans une prison. Et ben forcément, pour le personnel pénitentiaire, ça fait comprendre, d'ailleurs dans les témoignages, ils nous disaient que les gens disaient mais vous êtes si important que des lettres viennent du monde entier pour vous, qui vous êtes, quoi. Donc du coup, les conditions de détention ont changé, meilleure nourriture, plus d'heures de promenade, et ce qui est important quand on est en détention. Et en même temps, tout le personnel pénitentiaire est obligé de référer à ses supérieurs. Et en disant, bon, on continue à recevoir des lettres, des cartes, et tout le monde peut écrire juste un petit mot, une carte postale, mais pour dire on est avec vous. Donc cette mobilisation de l'opinion nationale doit continuer. Nous devons écrire des lettres, nous devons continuer à nous mobiliser. Il devrait avoir également une mobilisation régionale et internationale. Et c'est quand ce national et cet international se conjuguent qu'on peut espérer avoir des résultats. Donc, je pense que c'est peut-être important que
et par ces réunions, peut-être régulièrement, rappeler à tout le monde d'écrire. Ça vous prend peut-être pas grand-chose de votre vie, c'est 5 minutes à chaque fois pour vous, mais ça a un impact absolument extraordinaire. Je vous invite à aller sur les sites d'Amnesty, de voir comment les personnes qui étaient détenues ont vu leur quotidien changer, et puis surtout, on a obtenu des libérations. Et peut-être aussi tout ce travail pédagogique à faire au niveau de l'opinion. Et je vois bien, souvent on nous dit, mais vous croyez vraiment qu'avec vos pétitions, on peut faire changer quelque chose? Eh bien oui, on peut faire changer si on est tous ensemble. C'est mobiliser l'opinion publique, les gens de base, des artistes, et continuer avec aussi les médias. Et je pense que vraiment, c'est tous ces combats qui font qu'on va aboutir. Par exemple, on avait produit une vidéo de journalistes du monde entier, de différents continents, et de solidarité. C'est aussi et utiliser le numérique. Parce qu'en ce moment, nous ne pouvons plus manifester physiquement pour des raisons sanitaires. Utilisons le numérique, utilisons des vidéos, faisons connaître notre solidarité et qui ne doit pas s'arrêter jusqu'à la libération de tous les détenus. Parce que toutes ces personnes ont été détenues alors qu'on a tous manifesté. Et donc, nous leur devons ça, quoi. Nous avons manifesté, nous voulons défendre nos droits. Pendant le Hirak, il y a eu des slogans très forts, État de droit, liberté, dignité, égalité. Tant qu'il y aura un détenu, ce combat devra se continuer. Voilà, j'espère ne pas avoir abusé de mon temps et je reviendrai plus tard. Merci beaucoup, Madame Hassina Oussedir. Bon, pour rester dans le même esprit, donc puisqu'on est à 3 jours de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, donc avec nous, Maître Majid Hachour, qui va justement nous parler avec lui, il va évoquer la question des détenus dans son aspect. C'est-à-dire avec ce qu'on observe aujourd'hui en ce moment, bon, il y a d'un côté des libérations, de l'autre, enfin des acquittements. Il y a même notre ami Hakim Haddad qui a été relaxé dans l'affaire qui le concernait. Donc, il a passé 3 mois, pardon, 3 mois de prison pour rien, pratiquement pour rien. Alors moi, ma question, c'est que signifie donc d'un point de vue de l'avocat que vous êtes, Maître Majid Hachour, donc ces acquittements, ces relax, mais en contrepartie, on a quand même aussi un durcissement sur les peines. Donc, d'un côté, on peut relaxer de vieilles affaires, et pour les nouvelles affaires, on est en train d'assister à des durcissements. Et dans cette situation-là, d'après vous, quelles sont les chances de Khaled de recouvrer un jour la liberté, enfin avant qu'il ne termine ses 2 ans? Voilà, la parole est à toi, cher ami. Ok, bonsoir. C'est Maître Hachour. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Pour cette chose-là, d'abord que ça. Attendez, oui, attendez. Parce que je suis là avec plaisir, j'excuse auprès des amis. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, Bonsoir. on avait assisté dès le début à des jugements. Donc, on avait assisté dès le début à des jugements bizarres. D'abord des jugements bizarres, des inculpations encore plus bizarres. Mais ce qui nous intéresse, c'est les jugements. Vous avez bien vu jusqu'au mois d'août, Je crois que nous avons perdu notre ami Majid. Ah, si, il revient. Majid? Oui, je suis revenu. Il y avait un problème de connexion. C'est pas grave, je suis revenu. Donc, depuis jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois d'août,
Et on avait vu Alger, par exemple, condamné pour certains faits, comme le port de drapeau, l'inculpation d'atteinte à l'unité nationale, alors que dans d'autres juridictions, Annaba, Bessat, Tlemcen, on relaxe. On a vu qu'on a inculpé pour des raisons bizarres, atteinte à l'unité nationale. Dans le code pénal, l'atteinte à l'unité nationale n'est pas détaillée. On sait, ils prennent n'importe quel argument pour arrêter n'importe qui, n'importe comment, et l'inculper de ces délits. Apparemment, c'est en train de couper chez… Bon, on reviendra. Majid, est-ce que tu peux reprendre ou on te reprendra tout à l'heure? Bon, alors j'enchaîne sur… Donc, excusez-moi, c'est un problème de connexion. Allô? Tu m'entends, Zohar? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Allô? Tu m'entends, Zohar? On t'écoute. Donc, je disais que ça s'est desserré à partir Donc, ça s'est desserré à partir du mois de septembre passé pour je ne sais pas quelle raison ou par quel miracle, mais quand j'ai dit ça s'est desserré, ça ne veut pas dire qu'il y avait des jugements de relax. On commençait à donner des sursis, c'est-à-dire à juger, à donner des peines, à condamner par sursis. On a cessé dans bon nombre de juridictions, on a cessé à… Bon, apparemment, Écoute, Majid, s'il te plaît, essaye de régler… D'accord, ça marche. Je vais régler et je reviens. D'accord. Allô? Écoute, s'il te plaît, Allô? prends le temps de régler un peu le problème de ta connexion. Très bien, ça marche. D'accord, d'accord. Je vais Voilà. régler Et on tout ça. enchaîne, Très bien, ça marche. sur une autre question, enfin, qui est Très bien. importante. Et mille excuses. Voilà, mille excuses. Bah, écoute, si c'est bon, tu peux continuer, hein. OK. Donc, D'accord. alors là, on enchaîne Donc, sur… vous me recevez là. Tu me reçois, Zohar? Oui, Majid, oui, Tu oui. me reçois, Zohar? Oui. Donc, je disais qu'à partir de septembre, on a commencé à donner des peines avec sursis. Mais ça veut pas dire qu'il y a politique d'apaisement. Nous, la seule politique d'apaisement, c'est d'abord de ne pas inculper les gens, de ne pas les emprisonner, de ne pas les juger. Ça, c'est la seule politique, c'est le seul pas qui démontrera d'une certaine volonté d'apaisement. Et que l'on cesse bien sûr avec ces poursuites personnelles. La plus flagrante, c'est celle de Dragani. Il y avait une histoire de Gaïd. Tu m'entends, Zoher? Zoher, tu m'entends? On t'écoute. Allô, Zoher? On t'entend, Majid. Pas de souci. Un gros souci de connexion. Et écoute, on va essayer de revenir… Majid, on revient vers toi, s'il te plaît. Ça va pas, parce que peut-être que c'est… OK. Très bien, ça marche. OK, ça marche. OK. OK, ça marche. Tu m'entends? Alors, donc, je disais que par rapport à l'actualité, il y a donc cette histoire de blocage des sites web, de la presse électronique. Donc, on a assisté la dernière fois, enfin jeudi, donc, au blocage en Algérie de 7 sites électroniques. Quel est le lien commun entre ces 7 sites électroniques? C'est de rapporter, par exemple, toute l'information concernant les détenus d'opinion. Hein? C'est d'avoir donc un son autre que ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire ou d'écouter. C'est d'être très critique vis-à-vis du pouvoir.
Voilà, et d'être un peu réfractaire, enfin beaucoup réfractaire, donc à ce même pouvoir. Là, donc, jeudi, on assiste au blocage de 7 sites. Ça a été repris par tout le monde, donc même en France, le monde a repris l'information. Il y a beaucoup d'organes étrangers qui ont repris cette information. Je crois que c'est ce qui a peut-être décidé ces autorités donc, à reculer vendredi pour débloquer discrètement 6 sites sur les 7. Mais le problème, c'est qu'ils maintiennent un site en blocage. Et comme par hasard, c'est celui de Khaled Darni, Casbah Tribune. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle est la motivation. Donc, alors les gens, pour plaisanter, ils disent que le type qui a bloqué, donc il a perdu la clé, il l'a pas retrouvée. Bon. Mais ce n'est pas un hasard. À mon avis, il n'y a pas de hasard dans ce type d'histoire. Je crois qu'on fait payer quand même un peu plus à Khaled. On lui fait payer la campagne de solidarité qu'il a suscitée, que son emprisonnement a suscité. Je pense. Moi, c'est ce que... On lui fait payer aussi son optimisme, son courage, sa ténacité dans l'adversité. Khaled, c'est quelqu'un que, à chaque visite, d'ailleurs même Majid Hachour est là pour en témoigner, à chaque visite, les avocats sont étonnés de sa force, de sa capacité de résilience, de cette, et puis de son humour, toujours souriant, toujours. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on essaie de lui faire payer. Alors, il y a avec nous donc Majda Zouine. Majda, tu nous écoutes? Majda? Oui, oui, oui. Alors, donc, s'il te plaît, quelles sont les dernières infos concernant donc, ce blocage? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des pistes et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je pense que on doit aller vers une action de solidarité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'exprimer en arabe. Le 2 décembre تفاجأنا بالحجب تاع موقع كسبة تريبون مع مجموعة من المواقع طريق نيوز، شهاب بريس، راديو ام، توالا. لكن 24 ساعة تم رفع الحجب عن هذه المواقع إلا كسبة تريبون. يعني أنا شخصياً وباسم العاملين في كسبة تريبون اتصلت بوزارة الاتصال، جي ابلي مي جي با يو دو ريبونس، ما لقيتش إجابة من عند وزارة الاتصال حول هذا الحجب وبالذات كسبة تريبون، مع إنه نتوقع الإجابة يعني لأنه وزير الاتصال Majda, si tu permets, s'il te plaît, pour nos amis qui ne comprennent pas l'arabe, donc je suis en train de prendre note pour essayer de vous faire un compte rendu sur ce que nous raconte Majda. Voilà. Tu peux continuer, Majda. اوكي دونك اتصلت قلت لك بوزاره الاتصال ما لقيتش اجابه على هذا الحجب، مع انه نتوقع الاجابه، انه وزير الاتصال سبق وصرح انه الوزاره مش مسؤوله على هذا الحجب، وهو بدات صرح من قبل وقال باللي كلمه سونسور نيكزيست با في الوزاره، غير موجوده في وزاره الاتصال. دونك حتى لو ما عطاونيش اجابه على هذا الحجب على بالي يعني. كونسيرنون القراء نتاع الموقع راهم يتصلوا بنا ويقولوا لنا باللي راهم سوليدير معنا وعلى بالهم باللي سي بور لانتيميدي خالد، سونسيري سيت تاع خالد سي بور لانتيميدي. 8 شهور وحنا خدامين ابخي ما خالد فات للحبس. كان دائما يبعث لنا ومازال يبعث لنا جوسكا ميتنون. الاسبوع اللي فات فقط نقول لكم واش بعث لي، قال لي ماجدة اسيي دو ريست اوبجيكتيف، موضوعيين، ما تهجموش، مدوا المعلومه سون كومونتير. يعني راهو انسان يخدم خدمته ما في الحبس، راهو الان راهو يدفع الثمن في الداخل وفي الخارج. سونسوري سون سيت، حنا رانا نقوموا
بخدمتنا فقط، رانا نعلموا الناس، اون انفورم سي تو، يعني ما رانا نعلقوا، ما رانا ما رانا نعارضوا. دونك رانا في الشيء اللي كان خالد دير فيه، خالد كان فقط يعلم الناس، يخبر الناس. خالد كوفرا toutes les manifestations du Hirak et même les manifestations pro système. دونك كان يقوم بعمله، وهو دخل الحبس خاطر قام بعمله. دونك احنا رانا مكملين شخصيا، يعني بيرسونيلمون راني مكمله في الخدمه في كاسبا تريبيون، وحاجه ما راح تحبسنا، انه بالعكس هذا راح يكون كما يقولوا سبب اضافي انه نكملوا ونزيدوا نمدوا جهد اكبر. فوالا. C'est bon, Majda? Oui, c'est bon. Voilà, donc pour nos amis qui ne comprennent pas l'arabe, donc Majda nous raconte un peu ce qui s'est passé jeudi. Donc, elle dit qu'ils ont été surpris donc, par ce blocage inopiné. Ensuite, donc, tout aussi surpris par le fait que 6 sites ont été débloqués et pas Casbah Tribune. Elle s'est rapprochée donc du ministère de la Communication pour avoir des nouvelles, pour s'informer sur ce qui s'est passé, sans réponse donc au ministère de la Communication, qui, faut-il le rappeler, lui-même a précédemment, dans le cas de Maghreb émergent et de Radio M, avait dit qu'il n'y avait pas d'acte de censure. Belkhemed est allé plus loin en disant que puisque même les gens, s'ils peuvent accéder par VPN, donc les sites ne sont pas bloqués. Voilà un peu en gros. Donc là, elle rappelle aussi que les lecteurs sont solidaires, les lecteurs de Casbah Tribune, et que donc l'équipe qui s'occupe du site donc depuis 8 mois continue à faire son travail selon l'éthique et les règles professionnelles, et que même Khaled, du fin fond de sa prison, insiste à chaque fois pour que Casbah Tribune garde une ligne journalistique professionnelle, pas de commentaires, rapporter l'information, rapporter les faits et rien que les faits. Voilà en substance l'intervention de notre ami Majda Azouine de Casbah Tribune. Oui, Raphaël? Non, c'est Majid Azouher. Ah, Majid, oui. Oui, normalement, je suis en meilleures conditions. Ben voilà, donc ça c'était juste, j'enchaîne sur cette question que les temps, enfin en ce moment, c'est pas uniquement la question du blocage qui doit nous interpeller, mais c'est aussi toute l'armada de textes et de lois, dont un décret qui doit être signé incessamment, qui est supposé régenter donc le monde de la presse électronique. En gros, une des exigences de ce décret, c'est que l'hébergement soit systématiquement en point DZ, c'est-à-dire que c'est un hébergement local en Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, nous n'avons pas de provider, comme c'est le cas, par exemple, de fournisseurs, enfin plutôt d'hébergeurs, comme c'est le cas en France, où vous avez plusieurs opérateurs et qui peuvent, donc en France, par exemple, vous pouvez héberger votre site en France, en Allemagne, en Suisse, en Infomaniac, LWS, Strato, etc. En Algérie, nous n'avons qu'un seul hébergeur, qui est le Cériste, avec ses déclinaisons étatiques, qui sont TDA et, par exemple, même les PTT. Donc, une des exigences, c'est d'imposer l'hébergement en local, c'est-à-dire algérien, avec la possibilité, par exemple, que demain, l'hébergeur puisse intervenir directement sur le site pour pouvoir, par exemple, censurer un texte qui pose problème. Donc, il y a cette possibilité même d'anticiper avant d'entamer une action en justice. C'est-à-dire que c'est à la source qu'on va pouvoir donc museler un peu plus et davantage, sans parler d'un tas d'autres mécanismes mis en place donc pour
y compris l'histoire de la publicité, etc. Donc, puisqu'ils vont essayer même de régenter, par exemple, les pubs sur AdSense, etc. Bon, c'est vraiment très grave ce qui nous attend si on ne réagit pas avec la force qu'il faut donc, et avec la mobilisation qu'il faut. Moi, je terminerai juste cette petite intervention en disant que ce que nous vivons aujourd'hui pour la presse algérienne, nous ne l'avons pas vécu depuis l'époque de Blaid Abdeslam 92-93, où nous avons eu à l'époque des journalistes emprisonnés, justement, où on avait eu des suspensions de journaux, beaucoup de journaux qui ont été suspendus et qui ne se sont plus relevés jamais, enfin depuis, plus jamais. Donc, étrangement, cette période-là ressemble à celle de Blaid Abdeslam, où d'informations sécuritaires, etc. Donc, on emprisonnait les journalistes et on peut citer, on a eu des journalistes d'Al-Watan qui ont été emprisonnés pour avoir révélé donc, une attaque sur un campement, sur une brigade de gendarmerie. Donc ça, c'est pour ça, 6 journalistes ont fait 15 jours de prison, je crois. On a eu Mahmoudi avec l'histoire des magistrats faussaires, donc révéler une histoire de faussaire dans la magistrature, donc qui lui a valu aussi 15 jours de prison, sauf qu'à l'époque, quand même, la mobilisation était autre. On avait réussi quand même à soutirer, à sortir Mahmoudi des griffes de la justice, enfin de prison au bout de 15 jours. Là, moi, personnellement, ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir, c'est que par rapport à Khaled, nous n'avons pas pu empêcher cela. Maintenant, il y a des conditions objectives, c'est qu'il faut se rappeler que Khaled n'a pas été emprisonné au moment où le Hirak était fort, comme le rappelait à juste titre Mme Ousdir, mais au moment du confinement. C'est quand on a commencé à confiner qu'on a décidé que Khaled devait rentrer en prison. Et c'est ça notre drame aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Majid Hashour, donc qui va continuer sur la thématique qu'il avait abordée tout à l'heure, et essayer au moins d'apporter peut-être des réponses ou enfin l'analyse de l'avocat sur ce qui nous attend dans les jours à venir. Donc, est-ce qu'on peut espérer donc des libérations? Est-ce qu'on peut espérer des mesures, ne serait-ce que du sursis à tout bout de champ? Au moins, le sursis permettrait aux gens de sortir, d'être libres. À toi la parole. Donc, je m'excuse pour les conditions de tout à l'heure. C'était bon, c'est propre perso, il n'y a pas de... je m'excuse. Donc, voilà, donc j'arrivais au problème des sursis. Ces sursis sont bizarres. Pourquoi qu'ils sont bizarres? C'est que on se pose la question. Pour les mêmes chefs d'inculpation, on a préféré condamner avec du ferme, et surtout s'agissant des détenus. D'habitude, quand il s'agissait de droit commun, les avocats, il faut qu'on s'entende sur une chose. Quand les avocats plaident dans ce genre de procès, on n'a jamais demandé de circonstances atténuantes ni de peine avec sursis. Parce que nous avons jugé, et nous, et tout le Hirak, que ces détenus-là, ou ces entre guillemets prévenus hirakistes, sont innocents, ils n'ont rien fait de mal, ils ont juste demandé leurs droits. Donc, il ne s'agissait pas pour nous de demander des circonstances atténuantes ou du sursis. Mais cela étant, l'appréciation reste au juge. L'appréciation reste au magistrat. Et curieusement et bizarrement, depuis il y a eu une certaine période, on avait condamné à des peines fermes. Carrément à des peines fermes. Celui qui est attiré à la justice, il est forcément condamné, et spécialement à Alger, à Sidi Mohamed, comme tout le monde le sait. Bon, maintenant, il ne s'agit pas d'expliquer
Le problème des procédures pour, par exemple, donner, pour par exemple parler de Hakim Haddad et des conditions de leur arrestation ou de beaucoup. Pas uniquement Hakim Haddad et Ould Wali et leurs amis, mais beaucoup. On assiste en Algérie, parce que comme il y a des gens qui sont avec, ils sont là, il y a des gens qui sont à l'extérieur. Formellement, enfin, dans le fond, la justice est soumise, bon, c'est clair qu'elle est soumise au pouvoir, mais surtout elle est soumise à la police politique. Quand on sait que c'est la police politique qui ordonne, le cas de Khaled Drarni, on sait tout ce qui a confectionné le dossier qu'il a arrêté, le cas de Hakim Haddad, qu'on salue, et ses amis, et bon nombre de hirakistes, on sait bien comment les conditions de leur arrestation, il s'agit de la police politique qui arrête et qui met un temps pour enquêter. D'habitude, on ne sait même pas, d'abord, même les conditions d'arrestation sont très, très étranges dans le sens où on ne sait même pas. Quand on arrête quelqu'un, quand on l'interpelle, on ne sait même pas où il est conduit. À Alger, par exemple, il y a Cavignac, il y a Bab Jdid, ou la caserne de Antar, qu'on appelle Abla. Donc, déjà côté procédure, il y a à dire et à redire le procureur, finalement, tous les procureurs qui sont normalement les protecteurs de la société, ils obéissent tous à la police politique. Les magistrats, c'est la même chose. Donc, depuis un certain temps, on assistait à des condamnations fermes. Et puis, tout d'un coup, on commençait à faire dans les citations directes, à libérer d'une manière, comment dire, bon, l'essentiel qu'il soit libéré, mais à libérer d'une façon rocambolesque. On juge, on émet un jugement, on signe un jugement de condamnation, les gens sont en prison et on les rappelle dans une audience. On les rappelle dans une audience pour juger comment dire, pour annoncer qu'ils sont libres, pour annoncer une liberté provisoire chez des gens qui sont déjà jugés. Alors que, bon, universellement, c'est pas que j'admets, pour une fois que je n'admets pas ce principe, enfin, je ne le supporte pas, enfin, je m'en fais pas fan, mais il y a un principe universel qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, le juge ne doit pas revenir sur un jugement qu'il a déjà proclamé et publiquement. Mais on a assisté, c'était le cas de Bourga, c'était le cas de Boumela, Hakim, c'était ton cas aussi, c'était le cas c'était le cas aussi de Hakim, je pense. C'était aussi le cas de bon nombre de hirakistes. Maintenant, on assiste quoi? On assiste à des sursis. Curieusement, c'est pas systématique. Il faut pas crier victoire, mais on assiste quand même, on assiste à des sursis. Mais le problème, même à des citations directes, les gens, ils sont moins prompts à emprisonner, donc ils sont dans les citations directes, sauf ceux qu'ils jugent à même d'être détenus. Ça est arrivé à Tizi Ouzou où il y a trois détenus qui sont très connus au Hirak, dans le Hirak de Tizi Ouzou. Ben, c'est pas la preuve, c'est pas une décision du juge, c'est une décision des DRG, des renseignements généraux. Ils ont jugé qu'il fallait les arrêter, ils les ont arrêtés, ils leur ont mis 2 mois fermes. Ils sont condamnés à 2 mois fermes. Il y a Dorj Bouhariri, le cas de Brahim Lalami. Brahim Lalami, qui, bon, on a vu, bon, il a toujours le secret, sacro-saint secret de l'instruction. Mais si un jour les choses seront rendues, les gens, je pense que les gens rigoleront des accusations. Par rapport donc à Khaled, c'est pour dire que bon, on ne sait pas parce qu'ils sont imprévisibles.
on n'est pas dans une logique juridique où l'avocat ou tout technicien de droit saura le cheminement de tous ces procès. Parce que ce n'est plus, c'est clair, ce n'était jamais le juridique qui a commandé. On avait tous dit que c'était des procès politiques. Donc le problème, la réponse d'abord, elle est politique, et puis la décision, elle est politique. Et là, je rebondirai sur l'affaire Khaled Dararni. Khaled Dararni, donc, il a été emprisonné vers le mois de mars. Vers le mois de mars, à l'occasion d'une marche, parce qu'il couvrait une marche. On l'a emprisonné, enfin, on l'a interpellé lui et deux autres de ses camarades, mais c'est-à-dire qu'ils étaient interpellés à 3. Mais ce jour-là, il y avait plus de 3, il y avait au moins 99. Ce jour-là, donc, ils ont prolongé d'abord leur détention. Pourquoi? Parce que c'était pour leur chercher des inculpations. Donc, parce qu'ils ont cherché partout, ils ont cherché à les inculper, ils ont trouvé qu'il n'y avait aucune raison de les inculper, donc ils les ont détenus presque arbitrairement. Pour chercher leur inculpation. En Algérie, on arrête quelqu'un, puis on l'inculpe par la suite. Ça se passe comme ça depuis le Hirak. Donc, on a été présent à l'instruction. Ce jour-là, donc, il y a eu comparaison à l'instruction de Blarbi, Khaled Dararni et Hamid Touch. Les autres, les 96, on leur a mis des citations directes. D'ailleurs, ils sont en train d'être jugés jusqu'à les deux derniers qui ont été jugés, qui ont été interpellés ce jour-là, qui ont été jugés, et ça a été le mercredi passé. C'était le dernier à être jugé. Ils attendent leur décision pour le délibéré pour le mercredi prochain. D'ailleurs, il y avait un point, c'est renvois. J'ai oublié, j'ai omis de citer un détail. C'est les renvois. Hakim, il sait combien que son affaire a été renvoyée. Et ces renvois, ce n'était pas c'est pas uniquement dans le cas de Hakim, mais depuis au moins 3-4 mois, on assiste à des renvois de chaque semaine, des fois d'une semaine, des fois 15 jours, une autre bizarrerie. Mais bon, pour revenir à Khaled, donc ce jour-là, ils ont arrêté Blarbi, ils ont arrêté Hamid Touch. Khaled Dararni, parce qu'il y a eu par la suite une polémique disant qu'il n'était pas journaliste. Khaled Dararni a bien a bien présenté sa carte de presse à monsieur le juge d'instruction. Monsieur le juge d'instruction, sachant que, parce que bon, on lui a rappelé ça, mais sachant que un journaliste ne peut pas être arrêté, a été mis en liberté provisoire. Ça a duré une semaine. Je pense, Zoher, ça a duré une semaine. On en a parlé par la suite. Normalement, c'était une semaine. Une semaine ou 2 semaines après, il y a eu plus d'une semaine. D'accord. Mais juste après, il y a eu un appel du procureur. Il n'y a pas appel du procureur le lendemain ou la semaine d'après. On a attendu plus d'une semaine pour appeler le procureur lui demandant de faire appel quant à sa liberté provisoire. Donc, il y a eu à la chambre d'accusation. À la chambre d'accusation, on a jugé du mandat de dépôt. Donc, il a été mis en mandat de dépôt par décision de la chambre d'instruction. Donc, depuis ce jour-là, donc, les journalistes, enfin, je pense que tout le monde s'est mobilisé. Mais je vais essayer de rester dans le domaine uniquement juridique. À son procès, qu'on avait couvert l'instruction, lui rendait visite. C'est vrai, Zoher est au courant et pour avoir suivi de très près ce dossier, de toute façon, c'est notre ami, donc c'est un devoir. On lui rendait visite, c'est vrai, ce qu'a dit Zoher. Il a toujours gardé son sens de l'humour et il était décontracté. Même il y a eu certaines choses qui étaient un peu... On a essayé de le mettre à l'écart, on a essayé de l'isoler par rapport au groupe qui avait Akhlea, mais lui, il a été très positif. C'est pas le bonhomme qui va s'énerver parce que nous avons commencé par X et qu'on l'a laissé en dernier,
ou quand il y a des avocats qui l'ont vu ou que des avocats ne l'ont pas vu. Non, 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 il était vraiment bien. Il a toujours gardé il est d'un calme incroyable. Et puis, bon, la correction de Khaled, qui ne connaît pas la correction de Khaled, ça c'est clair. Mais l'essentiel qu'au procès, au tribunal, parce que donc à l'arrêt de l'envoi, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que, bon, une fois que l'arrêt de l'envoi est rendu public, normalement, on devait en parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a choisi de parler de certaines choses concernant l'arrêt de l'envoi et on a omis des choses. Parce que, bon, si on ne l'a pas traité de Khabarji, c'est vrai qu'il n'a pas été jugé pour Khabarji, ça veut dire intelligence avec l'ennemi. Khabarji. Espionnage et intelligence avec l'ennemi, c'est ça Khabarji. Donc, mais dans l'arrêt de l'envoi, c'était limite suggestion. C'était limite suggestion. On a mis qu'il travaillait avec TV5. On a mis que ce travail, bon, normalement, travailler avec TV5 et recevoir un traitement ou des honoraires, c'est des choses qui se passent dans le monde entier. Mais ils ont axé sur ça pour suggérer à demi-mot le chef d'inculpation dont on ne voulait pas le juger, à savoir l'intelligence. Pour eux, travailler à TV5, recevoir de l'argent, chose tout à fait légitime, veut dire que le bonhomme travaille avec des étrangers. On a cité même ses voyages vers ses voyages et ses contacts avec Reporters sans frontières et maintes organisations, suggérant aussi l'intelligence. C'est que dans le fond, si on lit l'arrêt de l'envoi, Khaled a été différé pour incitation à attroupement, atteinte à l'unité nationale. Voilà le chef le truc. Mais dans le fond, d'ailleurs, toute l'audition au niveau du juge tournait vers ça. Cette juge-là, cette magistrate, elle est, bon, je ne m'excuse que de le dire, bon, il y a des magistrats honnêtes, il y a déjà des magistrats qui essayent de faire le travail avec le plus d'honnêteté possible, avec plus de fair play possible, mais il y a des magistrats aussi qui sont fonctionnaires. Donc, durant toute l'audition, la magistrate voulait tirer des aveux d'intelligence avec l'ennemi. Je vais essayer de raccourcir le Zohir le plus possible. Il n'y a pas de souci. Donc, elle essayait de lui tirer des aveux. Mais chose un peu banale, un peu étrange aussi, c'est que je ne sais pas ce que je pourrais la dire ou pas, c'est que il n'y a pas eu beaucoup d'avocats qui ont plaidé. Et pour cela, on laissera cela pour l'histoire. À la cour, on avait fait appel, c'était la même chose. Et il y a eu confirmation de la décision des 3 ans ferme. Bon, Khaled a fait pourvoi en cassation. Parce que jugeant qu'il n'a rien fait et qu'il n'attend pas une grâce. Il aurait pu espérer cette dernière en ne faisant pas pourvoi en cassation. Parce que quand on fait un pourvoi en cassation, la grâce, elle n'est pas vraiment du domaine du possible, parce qu'on attend l'expiration c'est pas l'expiration, c'est-à-dire on attend la fin du dossier qui est à la Cour suprême, c'est-à-dire qu'il doit aboutir à jugement. Donc, c'est pour ça d'abord, il ne s'attendait pas à la grâce, donc il n'y a pas question de grâce pour lui, sauf miracle. Ou ils feront comme Karim Tabou, ils le convoqueront,
il le convoquera dans un tribunal, soit, soit la chambre d'accusation, soit de nouveau à la cour, pour lui donner une liberté provisoire. Donc, perspective, rapidement, Zohar, je m'excuse, perspective, c'est que nous avons fait le pourvoi en cassation. Je sais que beaucoup de gens sont en train de travailler pour le cas de Khaled Drarni. Nous, avocats, c'est-à-dire que de par ce que j'ai observé sur le terrain, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, il nous faut une meilleure coordination. Il nous faut une meilleure coordination pour unir tous nos efforts. Pardon. Parce que bon, il y a des actions qui se font ça et là. C'est positif, il n'y a pas de souci. Toute action ayant pour but de libérer Khaled est la bienvenue. Mais on gagnerait plus en efficacité en coordonnant tous nos efforts. Jusqu'à maintenant, je peux me tromper, je n'ai pas vu, par exemple, une vraie coordination journaliste-avocat. Bon, à titre individuel, c'est autre chose. Et c'est justement ces contacts à titre individuel, ils ont leurs positifs comme ils ont leurs négatifs. Il y a eu des choses qui se sont passées, je n'aimerais pas y revenir, je laisse ça pour l'histoire, mais c'est parce que c'est à cause de ces contacts individuels. X connaît Y, donc il doit parler avec, et donc X, Y, enfin X et Y se connaissent, donc ils parleront du cas Khaled, mais le problème c'est que ça se passe contre X et X et Y. Alors que s'il y a eu une meilleure coordination, c'est vrai qu'on ne va pas revenir, ce n'est pas avec des qu'on refera le monde, mais je pense qu'à l'avenir… Majid, si tu permets, c'est très passionnant de t'écouter parler de Khaled, d'évoquer Khaled, son histoire. Non, juste un mot. Parce que là, écoute, il est déjà à 23h moins quart. Donc, il est temps, à mon avis. Donc, en conclusion, Zohar, je m'excuse, juste un mot. Oui. J'appelle à une meilleure coordination entre avocats et tous ceux qui agissent pour, surtout dans le dossier Khaled Drarni. J'appelle à une meilleure coordination entre les avocats et tous ceux qui sont en train d'œuvrer dans ce cadre. Et merci, je m'excuse d'avoir été long. Voilà. Je t'en prie. Bon, écoutez, donc, oui, Pierre. Non, je disais bravo, c'est tout. Ah, d'accord. Ben voilà, je pense qu'on arrive au terme donc, de cette rencontre, de cette première rencontre plus ou moins réussie. Donc, bon, on est toujours dans le rodage, donc on va essayer d'améliorer, enfin, peut-être de faire plus tard un peu le bilan donc, avec chacun de vous donc, de cette première rencontre. Là, maintenant, ce qui est important, c'est de rappeler donc, sur la page, par exemple, Khaled Drarni, donc on initie un certain nombre d'actions, avec aussi donc, le comité, dont cette action-là, qui est que chaque lundi, par exemple, on maintienne ce sitting virtuel. Moi, mon rêve, c'est d'arriver donc peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ou d'avoir par exemple les spectateurs, une centaine de spectateurs, entre spectateurs et panélistes, et qu'on puisse tous les balancer sur l'écran avec une grande mosaïque de 100 personnes. Voilà, ça c'est un peu une action à laquelle, enfin un objectif auquel on… Maintenant, pour les autres actions, il y a des actions donc, sur la page Khaled Drarni, qui sont celles de multiplier donc chaque lundi les photos de détenus, de Khaled, etc. Il y a aussi une recherche de hashtags donc assez pointue pour qu'on puisse faire remonter ça dans les références. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour prendre un peu, enfin pour… s'il y a quelqu'un pour rapidement intervenir. Ihsan, peut-être tu voulais parler. Ton micro, Ihsan. Ah oui. Donc,
Je voulais juste vous dire que je me sens optimiste concernant l'Algérie parce que j'ai vu que beaucoup de gens sur Facebook qui généralement ne sont pas intéressés à la politique, qui sont très superficiels, qui écrivent seulement du sport, des films, etc., se sont vraiment engagés pendant cette année. Et donc, il y a le sens de la fraternité et l'amour de la liberté qui vous concerne tous. Donc, je pense que quelque chose est changé par rapport au passé. Je me rappelle de la période de la, je ne sais pas si on peut l'appeler la guerre civile, la terreur, etc. C'était vraiment terrible. Mais maintenant, les réseaux sociaux et Facebook et WhatsApp, les mails, etc., même aident la circulation de cette aide, ces idées-là. Et donc, j'ai l'impression de l'étranger que les gens sont plus intéressés que pendant le passé. Pardonnez mon français, c'est pas très bien, mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai On dit. arrive à comprendre, on comprend. On a tout compris. Mettez-vous à l'aise, on a tout compris. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi, Raphaël. Ihsan, je crois que tu voulais intervenir, non? Ihsan. Il n'est pas là. Bon, Il a dû pas ton micro, Ihsan. Pardon, oui, je suis sur une deuxième réunion en même temps, donc je baisse le son. Hein. On a fini. Hein. Bon, on fait les derniers tours. Pourquoi tu m'as donné la parole, Zohar? Je pensais que tu l'as demandé. Non, je n'ai pas demandé la parole. Si tu ne l'as pas demandé, bon. Bon, Hakim, oui, rapidement, cher ami. Active ton micro, s'il te plaît. Ton micro, Hakim. C'est bon, t'énerve pas, Zohar. Tu as remarqué que j'ai attendu que personne ne prenne la parole pour que je la demande. Non, moi, juste avant de finir, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, en tout cas, ce que vous essayez de faire indépendamment de ce qu'ils nous ont interdit de faire sous couvert du Covid dans les différents rassemblements. Donc, ce que tu essayes, Ntaya, Abrka, Anta, Zohar et d'autres du comité, à travers les Zooms depuis ces 2 dernières semaines, c'est une bonne initiative, et particulièrement celle-là. Pourquoi particulièrement celle-là? Effectivement, elle est mieux réussie que la semaine dernière, et la prochaine sera mieux réussie que celle-ci, mais parce qu'il y a des partenaires, parce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans la lutte pour la libération de Khaled Drarni, et donc pour la liberté, comme le disait Raphaël, à travers le monde. Il y a Raphaël en Italie, il y a Pierre qui est dans le comité en France, Pierre Audin en France, Bouaziz, etc. Donc c'est une bonne chose, et je pense que ça montre la force qui anime les gens qui sont pour la liberté et pour la libération de Khaled Drarni, et ça ne peut que donner ce genre d'invités, ce genre de participants et participantes ne peuvent que donner plus de force et plus de courage à ceux qui se battent un peu plus ici même sur le terrain. Voilà, parce que pour aller dans le sens de ce que disait Hassina tout à l'heure, c'est très, 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 très important. Bien sûr, comme pression sur les autorités et comme rapport de force à construire pour libérer les uns et les autres, mais c'est très, très important pour les détenus. J'insiste, c'est vraiment beaucoup le cas, la meilleure chose qu'on puisse recevoir en prison, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une lettre. Parce qu'on la tient, la nourriture, on la mange, bon, ça disparaît. D'autres, la lettre, elle reste et on peut la lire, la relire, la re-relire, voilà, et vivre plein d'émotions avec cette lettre. Et c'est comme si on avait la personne avec soi-même, la personne qui nous l'a écrit devant soi. Donc, c'est physique, donc c'est très important. Et ce genre d'initiative, comme ce qui a été fait quand nous y étions, comme ce qu'on essaye de faire, etc., ça arrive d'une manière ou d'une autre aux oreilles des détenus. Donc, cette initiative arrivera aux oreilles de Khaled Drarni à travers les avocats, les honorables avocats comme Majid Hachour ou d'autres. Et ça fait tenir
plus bien évidemment les familles. Donc ça allait dans le sens de ce qui a été dit. Il faut continuer, multiplier ce genre d'initiatives et peut-être que en les multipliant et en faisant appel à la solidarité et au frapper aux bonnes portes, en l'occurrence, j'insiste sur les institutions internationales qu'il faut défoncer, je dis le mot comme je le pense, nous arriverons, la pression interne et externe, à faire libérer Khaled Drarni et les autres. En tout cas, très bonne initiative. Peut-être que nous pourrions, si je puis me permettre, Zoher, avoir quelques mots de M. Audin, comme pour la symbolique, entre autres, et le plaisir avant de… Moi, je préférerais laisser Pierre en dernier. Donc, si ouais. l'assistance, il y a quelqu'un… S'il vous plaît, Zoé, avant Pierre, avant le mot de clôture de Pierre, donc je veux insister sur la question de coordination. Donc, c'est bien de faire ces réunions, mais il faut aussi penser à des réunions de coordination entre le comité national et international. C'est vrai qu'il y a des militants et des journalistes qui ont assisté aux réunions du comité international. C'est important pour mieux comprendre le contexte politique et social en Algérie. Ça nous aide beaucoup, mais aussi par rapport à les actions. Vous savez, par exemple, quand on était informé du premier sitting devant la maison de la presse, on a pu organiser en parallèle devant la CNJT, syndicat des journalistes tunisiens. Donc, c'était vraiment une occasion très importante. Donc, la coordination par rapport aux stratégies, si vous voulez, aux tactiques qu'on peut utiliser, mais aussi par rapport aux actions. On peut comprendre si le comité national, parfois, il veut donc faire des actions algériennes sans l'intervention d'autres organisations ou d'autres pays. C'est aussi, on peut le comprendre, parce que parfois c'est compliqué pour l'Algérie, même que nous pensons toujours que la solidarité entre militants et militantes dans tout le monde est une obligation, est un devoir de tout le monde. Mais je pense que toutes les fois qu'on peut mieux coordonner, on peut avoir beaucoup plus de soutien des organisations et même des instances internationales. Et c'est ce que vous avez peut-être remarqué, le travail d'ARACEF, d'article 19, d'Amnesty International, qui peut beaucoup aider sur la question de campagne. Hassina est là, donc elle peut toujours donner des idées. Nous coordonnons avec le bureau régional ici à Tunis, mais aussi nous pensons que la section en Algérie peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut penser à ça, il faut penser à un outil de coordination fiable, et vraiment, il faut avoir ce change au moins une fois par mois pour pouvoir continuer. Nous sommes à votre disposition pour l'aide. Si on peut intervenir, on va le faire. Et en nous pensant à une réunion du comité international, on va peut-être vous envoyer nos prochaines actions. Et merci pour vous tous. Merci à vous. Merci, cher ami. Peut-être Madame Hassina Oussedir, juste rapidement, avant de passer la parole à notre ami Pierre Audin. Le micro. Voilà, excusez-moi. Ce que je voudrais dire, peut-être dans la continuité, ce qu'a dit Raphaël, je crois que oui, la situation, elle est très dure actuellement. Oui, c'est difficile et on a un certain nombre de personnes qui sont harcelées, emprisonnées, arrêtées. Mais je crois que si on compare par rapport aux années précédentes, comme l'a dit Raphaël, il y a eu le Hirak, il y a eu ces revendications très, très fortes d'un état de droit, de demande de liberté, de dignité. Et aujourd'hui, le concept de détenu d'opinion, il est clairement sur les réseaux sociaux, un tas de personnes en parlent et aujourd'hui, de plus en plus, on se mobilise parce qu'on n'accepte plus que des personnes soient arrêtées pour des opinions. Ça, c'est un grand acquis. Donc, et c'est pour ça que c'est important de continuer ce combat parce que il y a eu le Hirak et cet acquis, et il y a aussi ce grand acquis que j'estime que c'est important, la mobilisation des avocats. Aujourd'hui, c'est un corps qui vraiment défend les détenus
continuons. Donc, on a déjà ces forces au niveau de la société en général, de la société civile. Et donc, je pense qu'avec la mobilisation, on va arriver. Et je peux que vous demander d'écrire des lettres, d'aller sur le site de la section. Nous avons des pétitions. Faites circuler les pétitions, écrivez des lettres, faites écrire partout où vous êtes. Et le fait qu'il y ait des lettres qui arrivent du monde entier, dans les prisons où il y a des détenus d'opinion, ça peut vraiment avoir un impact. Donc, voilà, écrivez, continuez à écrire. Merci. Merci à vous. Bon, dernier mot à notre ami, à notre invité, Pierre Audin. Un tout petit mot, parce qu'il est presque 22 heures quand même. Donc, on va dire que c'est les horaires algériens. Enfin, il est presque 23 heures. Oui, bah oui. On avait dit qu'on faisait ça de 21h à 22h. Je dois dire que c'est évidemment plus difficile pour vous à Alger de vous mobiliser pour Khaled qu'à Paris ou ailleurs dans le monde pour lui. Mais disons que comme moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à Alger, je suis quand même assez content d'avoir participé à cette mobilisation avec vous, un peu comme si j'étais avec vous. Et je pense que c'est au moins un avantage de ce truc virtuel, c'est que c'est quand même finalement plus facile de se rencontrer et de faire les choses ensemble, quoi. Simplement, il faut qu'on soit un peu plus nombreux les prochaines fois pour qu'on puisse faire cette belle photo de mosaïque dont on a parlé déjà. Et donc, il faut continuer. Et effectivement, il faut écrire. Moi, je n'ai pas tout à fait écrit une dizaine de lettres, mais presque. J'en ai fait 8, je crois. La 9e est en cours à Khaled. Donc, je pense que c'est pareil. Il faut que chacun s'y mette de temps en temps pour assurer, disons, le fait qu'il continue à en recevoir, en ce moment particulièrement avec la campagne d'amnistie, mais éventuellement après aussi. Il ne faudrait pas que ça retombe complètement après. Donc, il faut prendre un petit peu l'habitude de lui écrire, quoi. C'est un correspondant habituel. Tant qu'il est en prison, il faut que ce soit un correspondant habituel. Voilà, je pense qu'on fait la photo de famille et on s'arrête. Oui. Par contre, ce que je voulais dire, ajouter, c'est que une information, donc Khaled, depuis le mois d'octobre, je crois, il a commencé à recevoir des lettres, alors qu'avant, il ne les recevait pas. Oui, Hakim. Le micro. Juste 2 secondes. Ça peut être utile. Bien évidemment, les lettres passent par le comité de censure de l'administration pénitentiaire. Et donc, s'il y a Viva el Hirak, tu es le meilleur et tu es le champion du monde de tout, elles ne lui arriveront pas obligatoirement. Voilà. Donc, enfin, en principe, mais les lettres arrivent, oui. En principe, quand il y a Viva el Hirak, c'est passé au marqueur noir. Donc, voilà. Le plus important, c'est que les lettres lui arrivent, donc il est très content de ça. Donc, on a donné son adresse, on va la rappeler, on va faire la même chose aussi, essayer de faire la même chose pour d'autres détenus qui ont droit aussi à des lettres. Ça serait peut-être intéressant, cher ami Pierre, si vous pensez que certaines lettres puissent être partagées sur la page Khaled, qu'on puisse les partager s'il n'y a pas trop de que vous estimez personnel. Parce que là, on a partagé des lettres. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé à la fois une lettre à Khaled et une lettre sur la page de soutien. Voilà. Donc, j'en ai fait beaucoup à la main que je n'ai pas mémorisé, quoi. En me disant que comme j'écris très très mal à la main, la censure aurait du mal à lire, en tout cas. Soit voilà. C'est lui qui la reçoit et ça lui prend du temps de la lire et c'est pas plus mal, ça l'occupe, quoi. Soit c'est la censure qui s'emmerde avec et donc ça me faisait un peu plaisir d'écrire à la main. Alors, merci à vous tous d'avoir répondu à notre appel, d'être présents avec nous. On se donne rendez-vous, on a décidé, on a fait le serment de se réunir virtuellement tous les lundis à 21h jusqu'à ce qu'on puisse le refaire en présentiel. Donc, pour ça, on n'abandonnera pas, même si… et je pense qu'en fait, nous allons être beaucoup plus nombreux.
Alors, encore une fois, merci à vous tous, et bonne fin de soirée, et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Bye bye. Merci à vous tous. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.